Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Club Média 7. Club Média 7 qui passe au peigne fin l'actualité de la semaine écoulée avec bien évidemment en plateau des éditorialistes, des journalistes, chroniqueurs et analystes politiques. Mes invités de ce dimanche soir, Ouldat Mama, journaliste spécialiste des questions internationales. Ouldat Mama, bonsoir. Bonsoir Lénaïque Agbazaou, bonsoir aux téléspectateurs et puis bonsoir à mon vis-à-vis. Votre vis-à-vis, justement, c'est Francis Elojatade, analyste politique, un habitué de ce plateau, comme vous d'ailleurs. Francis Elojatade, bonsoir. Bonsoir Lénaïque. Alors, la semaine, elle s'est bien passée? Mais très bien passée. D'accord. Nous démarrons avec la revue de presse hebdomadaire. C'est une réalisation de Marcel Arrossi. Lorsque les recours sont tous vidés dans le cadre des législatives de janvier 2023, la prochaine étape, c'est l'installation le 12 février des députés nouvellement élus. Suivra ensuite l'élection des membres du bureau et donc du président de l'Assemblée nationale, 9e législature. Ainsi, rappelle Matin Libre la suite du processus. Si plusieurs noms sont cités dans la presse depuis des jours, derrière, il y a peut-être une grande surprise. Sans oublier que les attentes de cette législature sont grandes et les défis assez nombreux. Redorer le blason de l'institution parlementaire et lui faire reprendre ses lettres de noblesse restent sans nul doute les plus grands défis qui attendent le prochain Parlement, estime le Matinal. En effet, la nouvelle législature succède à un Parlement qui a essuyé des critiques très acerbes en raison notamment de sa composition, mais aussi et surtout du contexte sociopolitique ayant prévalu à son installation, composé exclusivement des députés issus de deux grands blocs soutenant les actions du chef de l'État. La 8e législature aura en effet été l'une des moins agitées ou animées en termes de débats parlementaires d'un certain niveau. D'ailleurs, le désintérêt des citoyens vis-à-vis de l'actualité parlementaire ces dernières années est dû au fait que le débat qui se mène au sein de l'hémicycle est linéaire et décousu, rapporte le Matinal. Si les grands enseignants radiés sont rappelés, à quoi doivent-ils s'attendre? Ils peuvent encore se frotter les mains, selon Wilfried Léandre Humbedi, rapporté par 24 heures au Bénin et relayé par Gaskiani Info. Le gouvernement a déjà pensé à la question de leur remise à niveau avant leur déploiement. Ce qui va être fait à leur endroit en termes de renforcement de capacité pour leur permettre de s'adapter tout de suite, cela va être fait, aura-t-il confié. Et ce n'est pas tout, nous apprend le quotidien. Le ministère de la fonction publique et du travail, en lien avec les enseignements maternels et primaires, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, feront les diligences administratives nécessaires afin que chaque concerné reçoive déjà sa lettre d'engagement, fasse les formalités subséquentes pour être réintégré. Aussitôt que ces enseignants seront à nouveau en situation de classe, ils auront à nouveau leur salaire, a-t-on pu lire. Chaîne de bar sur la route des pêches, les Béninois boivent-ils autant? Gaskiani a des souvenirs de ces taxes lagunaires et s'essaye à une comparaison. Ceux qui ont fréquenté Figueroa plage il y a 10 ans peuvent témoigner. La grosse attraction du lieu était les étalages précaires de vente de noix de coco, rappelle d'abord le quotidien. Cette époque au cours de laquelle déguster l'eau de coco bien fraîche pour se désaltérer et en même temps faire du bien à son organisme semble être bien révolue. L'eau, non plus celle des noix de coco, a coulé sous les ponts, indique Gaskiani Info. De Figueroa plage à Togben, place est faite désormais aux bars et bistrots de plus simples, aux VIP garnis de géantes enseignes lumineuses, en passant par les restaurants. La route des pêches fait une mue qui ne dit pas son nom. Les Béninois boivent-ils autant? Répondez à Gaskiani Info, vous qui avez la réponse. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Matin Libre, présidence de l'Assemblée nationale, le personnel pour la reconduction de Louis Vlavonou. Le Télégramme, Cour constitutionnelle, les recours introduits contre certains candidats déclarés élus sont rejetés. Le délibéré de la Cour est attendu dans chacun des dossiers. Le Potentiel, publication obscène et atteinte à la pudeur impliquant 2 fidèles de l'URHC, le pasteur et son amante jetés en prison. D'autres suspects recherchés, l'audience fixée au 30 janvier prochain. Le Zoo,
Pas un terreau de films pornographiques, le combat du procureur d'Abomey. Lutte contre la délinquance sur Internet, 2 cybercriminels arrêtés à Boïcon, un autre cerveau pris à Women. Diakpata, contentieux électoraux à la Cour constitutionnelle, les plaignants déboutés, les députés proclamés élus toujours dans les rangs. Les partis LD et BR toujours à 28 députés pour la 9e législature. Le matinal, examen des recours des législatives à la Cour constitutionnelle, les requérants en passent d'être déboutés. Délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, le bras opérationnel du Conseil national de l'éducation pour mettre de l'ordre. Participation des partis de l'opposition aux élections législatives, le Bénin inspire le Togo. C'était donc à l'instant l'actualité de la semaine revisitée à travers les colonnes des journaux avec Marcel Arossi. Place maintenant au décryptage de l'actualité nationale avec nos invités en plateau. C'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Francis Eloge Attadé, c'est désormais acté la création d'une délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Patrice Talon qui passe à la vitesse supérieure. Le chef de l'État béninois rêve d'un enseignement supérieur de qualité, répondant aux normes internationales et surtout dépoussiéré de tout vice. Oui, je crois que j'ai suivi avec beaucoup de plaisir et puis satisfaction le compte rendu du Conseil des ministres. J'ai été très heureux parce que ça fait un moment qu'on avait annoncé la création d'un code contrôle. Vous savez qu'au niveau des différents ordres d'enseignement, notamment au primaire ou au secondaire, il y a des codes contrôle. Et au niveau du supérieur, on a le sentiment qu'il n'y a pas de contrôle, surtout lorsque les enseignants ont atteint le sommet. Ils fonctionnent un peu comme ceux qui sont dans les fonctions libérales, comme des avocats, comme des huissiers, donc ils n'ont de compte à rendre à personne. Et là, c'est la porte est ouverte à des travers. Or, il faut trouver la formule pour éviter que nos universités, qui sont de hauts lieux d'enseignement, des espaces de culture, ne deviennent des espaces de médiocratie. Parce que nous devons promouvoir, en fait, les stratégies de méritocratie pour faire en sorte que nous soyons un pôle et que nos universités soient assez attractives. Vous avez suivi avec moi les travers qui ont été dénoncés depuis 2016. Plagiat par ici, absentéisme par là, harcèlement par ici. On a même vu des doyens qui ont été interpellés par la police. Donc l'honorabilité en fait de l'enseignement supérieur est entamée. Et ça n'honore pas en fait le Bénin. Et de l'autre côté, on a vu des étudiants et étudiantes aussi qui végètent dans la tricherie. Il y a d'autres travers. Vous avez vu que le recteur, par exemple, à l'UAC a été obligé de prendre un arrêté pour discipliner un peu le comportement vestimentaire et puis reprofiler en fait le comportement des apprenants, de sorte que nos espaces de formation soient des espaces dignes du nom. Donc il fallait aller aussi au contrôle de la qualité de l'enseignement qui se dispense, mais aussi évaluer l'enseignant en fait du supérieur. La mesure elle est salutaire, globalement salutaire parce que c'était attendu, c'est venu à point nommé. C'est vrai que en fait c'est rattaché au CNE. Mais écoutez, vous voyez au niveau du secondaire, la DIPIC. D'abord, quand on voit le corps des enseignants, en fait des inspecteurs, je crois qu'il doit être 150 qui sont là en fonction. Et il y a 80 qui sont à la retraite, qui sont encore sollicités, malgré qu'ils soient à la retraite. Ça veut dire que l'effectif n'est pas suffisant pour faire le contrôle. Or, ici, on n'a que 7. Je trouve que c'est insuffisant. Et vu la masse de travail à faire, et surtout que vous avez vu qu'il y a plusieurs filières. Je ne sais pas comment est-ce que le contrôle se ferait, mais il y a beaucoup encore à faire. Je ne sais pas si le chef de l'État a été très bien conseillé en la matière, sinon que l'initiative elle est salutaire. Il reste maintenant à corriger ce qui est corrigible pour que nous puissions donner des chances en fait, de succès à cette nouvelle structure. C'est dans le cadre de la réforme de l'enseignement secondaire qu'on a enrichi en fait la réforme d'une nouvelle structure qui permettrait d'évaluer les enseignants, de corriger les travers, d'améliorer la qualité de l'enseignement, de sorte que notre pays soit un pôle
un havre en fait de savoir. Et vous savez qu'en 2006, nous avions adopté la politique nationale de l'enseignement, la recherche scientifique et technique. On va revenir à l'historique de la création de cette délégation. Non, mais écoutez, oui. 30 secondes pour... Oui, 30 secondes juste. Oui. Parce que, en fait, de 2006 à 2022, il y a eu des bons qualitatifs. Cette fois-ci, il y a eu un accent qui a été mis sur la recherche et l'innovation. Je crois que le souci d'aller vers les standards internationaux et de faire de l'enseignement du supérieur un chercheur, un innovateur, doit rimer avec les comportements moraux, la dignité, l'honorabilité, le respect de la déontologie. Donc il y a tant de choses à faire pour que nous puissions positionner nos universités dans l'escarcelle des universités mieux coachées. Donc la mesure est salutaire, elle vient en fait pour renforcer la qualité de l'enseignement au niveau supérieur. Alors, Ouldat Maman, pourquoi faut-il insister sur l'éthique et la déontologie alors qu'on a en face des sachants, des chercheurs, des gens qui tutoient quand même la cime de la connaissance, la cime du savoir? Alors, quand vous côtoyez un peu les enseignants-chercheurs, c'est vrai que pour la plupart, il y a les restes du feu de la passion chez certains encore, mais parfois, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir fait autant d'efforts pour emmagasiner les connaissances nécessaires à l'agrégation, au passage à l'acquisition d'un certain nombre de paliers scientifiques en termes de carrière, qui leur permet d'avoir une certaine reconnaissance dans le champ dans lequel ils évoluent. Néanmoins, à un certain moment, il y a une espèce d'affaissement en fait de la connaissance, parce que, et c'est l'objet, c'est le mandat aussi de ce conseil-là, c'est non seulement de veiller à la qualité de l'enseignement dispensé, mais de veiller également au renouvellement régulier en fait de cette connaissance. À l'actualisation. À l'actualisation régulière de cette connaissance. Parce qu'en fait, mon vis-à-vis parlait du classement de nos universités sur le plan international. Ce classement, il vient principalement en réalité du dynamisme des professeurs, et notamment leur dynamisme à publier dans des grandes revues, des revues connues, et c'est ça qui permet, c'est la qualité du corps enseignant qui en réalité permet à un ensemble universitaire de se propulser en haut des classements internationaux. Donc en fait, tout vraiment repose sur la qualité de l'enseignement. Après, je pense que ce conseil vient attaquer deux tabous dans la société, et surtout dans l'enseignement supérieur. C'est à la fois le niveau des enseignants, parce que là aussi, il y a un problème de renouvellement, et aussi, comme l'a dit mon vis-à-vis, la moralité malheureusement de nos professeurs. On a tous entendu, et avec la libération de la parole de plus en plus des victimes, tout ce qui touche au droit de cuissage, tout ce qui touche à une forme de discrimination, tout ce qui touche, en tant que femme, c'est une question qui vous intéresse particulièrement? Non, pas forcément en tant que femme. Oui, en tant que femme, évidemment, je ne peux pas me départir de mon genre quand j'entends certaines choses, mais simplement en tant qu'observateur et juste en tant qu'humaniste, en fait. Les questions qui touchent les uns et les autres, c'est pas seulement parce que ça ne doit pas être catégorisé de façon genrée, en fait. Dès lors qu'il s'agit d'une injustice sociale, tout le monde doit s'en saisir, parce que ça peut toucher, il s'agit simplement, c'est une personne humaine en fait qui est en danger et qui est en situation de précarité, qui est en situation de mal-être. Donc que ce soit un homme ou une femme, je pense pas que la compassion doit être dirigée de façon genrée. Donc pour ma part, certes, c'est des questions qui me touchent et c'est des témoignages. Peut-être qu'en tant que femme, j'entends plus que les hommes. Néanmoins, et même d'ailleurs, pour être tout à fait honnête sur ces questions-là, quand on les aborde, il faut aussi dire que certaines élèves également harcèlent certaines professeurs parfois. Certaines étudiantes en supérieur. Voilà, étudiantes, c'est un phénomène mineur, mais ça existe quand même. Donc juste pour être juste, dire ça également. Mais c'est un problème ici, ça fait des décennies qu'on en parle. Ce qui est rassurant, effectivement, malgré là où ça pêche, là où le processus pourrait être amélioré. Ce qui est rassurant, c'est que depuis 2016, le gouvernement de la rupture a montré le peu d'appétence qu'il avait pour ces espèces d'institutions budgétivores, gadgets, qui sont là finalement pour acheter une forme de paix sociale, qui sont là pour donner l'impression à l'opinion que l'on s'occupe d'un problème public, que l'on s'occupe qu'on prend en compte leurs préoccupations, mais qui en fait ne sert juste qu'à
à donner l'impression, en fait. C'est juste le politique qui se gargarise. Et on voit bien que le chef de l'État, depuis qu'il a entamé son premier mandat en 2016, n'a pas d'affection pour le moins, pour dire le moins, enfin pour ce genre de structure. Donc je pense que s'il a mis en place ce comité, c'est vrai, trop restreint, je pense qu'il va lui donner les moyens d'action. On voit effectivement la façon dont c'est composé, mais peut-être que c'est accompagné d'une équipe, d'un réel cabinet qui pourra appuyer en fait les membres qui ont été sélectionnés, puisque ils ont déjà des pouvoirs assez intéressants, étant donné qu'ils peuvent diligenter des enquêtes, ils peuvent proposer des mesures conservatoires, voire même des sanctions. C'est déjà quelque chose. Diligenter des enquêtes, proposer des mesures conservatoires. Francis Sello-Jatade, qu'est-ce qui va fondamentalement et concrètement changer, à votre avis? D'abord, ça va dissuader les mauvais comportements des travers. Et il faut avouer évidemment que les actes présumés, manquements aux règles, à la déontologie, seront identifiés et puis des propositions de sanctions viendront évidemment des membres de cette délégation. Mais il faut avouer évidemment qu'au niveau de l'enseignement supérieur, vous convenez avec moi qu'il y en a qui sont très brillants, qui sont internationalement connus, mais parfois, parmi eux, on en trouve qui sont indisciplinés. D'autres, par contre, sont désastreux sur le plan moral. Bon, donc, c'est nos enseignants supérieurs, nous avions pris par là. Moi, j'ai fait toutes mes études à l'université du Bénin. Je ne suis pas allé étudier à l'extérieur, donc je sais. Donc, ayant eu l'opportunité de traîner ma bosse dans les départements, j'ai pu évidemment côtoyer les réalités de l'université. En fait, aujourd'hui, nous avions plusieurs universités au Bénin. On peut reconnaître que les enseignants, autant qu'ils sont, parfois, il y en a... du point de vue de l'expression, même, vous voyez qu'on dit que c'est un docteur, c'est un professeur terrain, bon, c'est... et puis quand vous l'écoutez, dans la prise de la parole, il y a des problèmes. Parfois, il y en a qui ont un français approximatif. Alors que le Bénin, en fait, quartier latin de l'Afrique, ne sont pas quartiers crétins. C'est un label à défendre. Bon, oui, mais même si la seconde manche de la phrase ne nous arrange pas trop, mais il faut quand même reconnaître qu'on a le mérite d'être identifié comme un espace d'élite. C'est pourquoi les débats doivent être des débats à caractère très élitiste. L'université, c'est le podium de savoir, en fait. Et les enseignants doivent s'auréoler non seulement d'une parure d'humilité, mais aussi il doit pouvoir respecter les règles de déontologie, parce qu'en fait, le référentiel, c'est que les étudiants veulent s'identifier à. Bon, alors si l'enseignant lui-même, parfois vous en trouvez, qui sont incapables de restituer de mémoire ce qui veut servir, en fait, aux étudiants. Vous les voyez étaler autant de documents devant eux, parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de digérer, et c'est la même fiche de cours qui revient chaque année, si bien que certains étudiants... En fait, n'arrive pas à les suivre. Il suffit qu'ils aient la photocopie d'un cours ancien, ils savent que bon, ça va pas fondamentalement changer, la ligne est la même, l'enseignant ne renouvelle pas ses connaissances. Or, en fait, vous savez qu'il y a des revues qui sont les chasses gardées, en fait, des grands chercheurs à l'international. Et on ne publie pas n'importe quel article à ce niveau. Donc il faut que nous travaillions à la qualité. Et je sais que le président Talon a le souci de la qualité. Du point de vue de la finesse du raisonnement et la recherche. Souci de la qualité. Ouldat Maman, pensez-vous que ce contrôle sera aussi opérant au niveau de l'enseignement supérieur privé, un peu comme dans le public? Alors ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est là où j'ajoute quelques réticences, quelques doutes à la façon dont les contrôles pourront se dérouler, parce qu'il y a une fierté dans le monde enseignant. Pendant longtemps, effectivement, ils n'ont pas été contrôlés. Et on dit souvent, moi je suis allée à l'UAC, j'ai rencontré des professeurs très agréables qui vous considèrent parfois comme des égaux, vous sentez pas une hiérarchie, vous sentez pas cette relation verticale et puis qui sont humainement de très bonnes personnes. Mais on dit également dans l'espace public, dans l'opinion publique, ils se prennent pour des demi-dieux. C'est vrai qu'il y en a qui sont très difficiles à approcher.
qu'il est très difficile de parler. Il faut mettre des gants, il faut mettre bon, les salam alek, c'est pas mon truc, mais bon, il faut y mettre des formes pour ne pas que ça vous pénalise par la suite. Donc il y a une fierté du corps enseignant. Il y a de toute façon, c'est une institution déjà, c'est une institution, et toute institution est rétive au changement par définition. Ça fait partie de la définition sociologique d'une institution. Oui, j'évoque précisément le cas des universités privées. Des publics ou privés? Privées. Les privés sont aussi concernés par la délégation. Effectivement, ils sont également concernés. Alors, de toute façon, s'ils ont obtenu les grades qui leur permettent d'enseigner dans les universités au Bénin, en principe, quand même, ils sont passés, beaucoup sont quand même passés par les universités publiques. Donc, plus ou moins, on voit quand même une mentalité similaire et, en tout cas, la capacité à se hisser, la propension à se hisser au-dessus de la population moyenne. Donc cet orgueil-là, plus la force d'inertie des institutions, va rendre le travail de cette commission de ce conseil assez difficile. Je pense que c'est quelque chose, ça va être extrêmement impopulaire. Il va falloir jeter le pavé dans la mare, taper là où ça fait mal. Ça va créer des remous, mais bon, étant donné que c'est la rupture, étant donné que c'est Patrice Talon, je pense qu'il a montré qu'il sait garder le cap lorsqu'il est convaincu de quelque chose. Et on a vu ce qui s'est passé avec les enseignants du secondaire, leur évaluation, on a vu ce que ça a donné, les résultats. C'est vrai qu'ils ont été réintégrés, et Dieu merci, parce qu'on manque d'enseignants, on a besoin d'un personnel encadrant. Néanmoins, on a vu ce que les résultats ont donné, ils étaient extrêmement mauvais et inquiétants. Nous sommes tenus par le temps, nous allons aborder la deuxième rubrique de cette émission, c'est bel et bien la rubrique Interactu. Je reste donc avec vous. Le nouvel homme fort du pays des hommes intègres exige le départ des troupes françaises. Un scénario à la malienne. La remarque qu'on fait, c'est que les putschistes au pouvoir dans les pays gangrénés par le terrorisme optent pour un changement de paradigme. Oui, un changement de paradigme. Alors, une des principales questions qui se posent lorsqu'on regarde un peu les actes que pose le régime burkinabé de transition, le MPSR2, c'est à savoir si est-ce que IB, comme on le nomme affectueusement au Burkina Faso, est sur les traces d'Assimi Goïta. Alors, depuis le coup d'État du 30 septembre 2022 dernier, on peut dire dans le fond, oui, mais pas dans la forme, en fait. Dans le fond, parce qu'il s'agit, il l'a dit dès le départ, de diversifier les partenariats, dès sa prise de pouvoir par la force le 30 septembre dernier, de diversifier les partenariats. Mais alors qu'on avait un répertoire, un registre assez confrontationnel entre Bamako d'une part et puis Paris d'autre part, là, les choses semblent se faire dans une relative courtoisie, c'est-à-dire que ce soit pour précédemment, le premier couac diplomatique qu'il y a eu, c'est ce câble diplomatique qui a été envoyé par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au Quai d'Orsay pour demander le remplacement de l'ambassadeur Luc Alade, extrêmement impopulaire à cause des déclarations qu'il a eues. Il a dit que le Burkina Faso était en état de guerre civile, des propos incendiaires, que les autorités ont jugé mettre à mal la crédibilité du pays, mettre à mal le climat des affaires et puis l'attractivité du pays pour attirer effectivement ce dont on a besoin, des investissements étrangers, des investissements directs étrangers importants pour notre développement. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas eu d'expulsion, comme dans le cas malien. On a demandé en interne à ce que, et puis après, cette lettre a filtré après quelques jours. Et là aussi, pour ce qui est de la force Sabre, l'accord juridique qui encadre la présence sur le sol burkinabé de la force Sabre a été conclu du temps de Blaise Compaoré. Même là, ça a été fait dans les règles, c'est-à-dire c'est d'abord
un courrier officiel qui a été transmis à Paris au Quai d'Orsay. Quelques jours après, ça a fuité effectivement par l'agence de presse burkinabé, mais là aussi il n'y a pas eu d'expulsion, ça n'a pas été quelque chose de médiatique, ça a suivi la procédure naturelle, la procédure juridique, la procédure en tout cas classique, quoi. Donc il y a vraiment une courtoisie qui est observée par le régime d'Ibrahim Traoré, une fermeté certes, un souverainisme assumé, notamment dans sa dernière rencontre vis-à-vis des étudiants, où il prévenait d'ailleurs que dans les jours prochains, vous allez voir qu'il y a certains actes qui vont être posés et on va modifier la façon dont on interagit avec les partenaires. Dans le même temps, je dis sur les traces d'Assimi Goïta dans le fond et un souverainisme assumé, parce que dès son discours de politique générale, le Premier ministre Joachim de Tembela avait parlé de prétendus partenaires qui bénéficient des moyens de surveillance, qui bénéficient des moyens pour traquer les djihadistes, qui bénéficient d'un armement de pointe, qui sont pléthoriques sur notre territoire. Bon, il y en a 400, il y en avait 5000 pour Barkhane, 400 pour Sabre, c'est pas les mêmes proportions, mais quand même. Et ces prétendus partenaires dont il mettait en cause la loyauté, et il disait également, il les accusait d'agenda caché. Or, le partenaire principal sécuritaire du Burkina Faso, c'est évidemment la France. Donc il suffisait de remplacer partenaire par France pour savoir de qui on parlait. Alors, Francis Yatade, vous y voyez en filigrane le requiem des relations diplomatiques entre Paris et Ouaga? Je crois qu'il y a une nuance qui a été apportée. La rupture du contrat, en fait, en date de 2009, qui permettait à la force spéciale de venir séjourner, d'être hébergé par le Burkina, les 400 commandos. Il faut avouer que cette rupture ne s'exprime pas en rupture totale. C'est-à-dire, il y a les relations diplomatiques entre la France et le Burkina qui vont continuer, mais la rupture n'est que sur la coopération, le volet coopération militaire. Alors, il se fait qu'on constate que c'est un divorce pratiquement à la malienne. On a le sentiment qu'il y a eu un phénomène de vase communicant, ou à défaut un bégaiement de l'histoire. Et je crois que quand... En arrière-plan, la fameuse Russie? Mais oui, si, parce qu'évidemment, on estime que la Russie a exporté en Afrique son conflit avec l'Occident. On estime que la Russie gagne du terrain en Afrique parce que la Russie veut régler ses problèmes et avoir aussi la possibilité d'exploiter les ressources du continent africain. J'ai suivi récemment encore François Hollande qui a publié un ouvrage sur les bouleversements et les nouveaux regards sur le monde. C'est sur Télé-Sud et j'ai compris que les Français restent toujours français parce que vous savez que la diplomatie, elle ne dit pas tout. Elle parle pas les phrases, mais aussi elle passe aussi par ses silences. Donc j'ai constaté qu'il y a un problème en fait au niveau du Burkina Faso. Le problème c'est que les Burkinabés s'assument. C'est des Africains, c'est des panafricanistes. Vous savez que les plus grands mouvements d'intégrité au niveau de l'Afrique prennent siège en fait au Burkina Faso. Et le capitaine de 34 ans, le jeune Traoré, pratiquement se voit dans les bottes de Thomas Sankara. Vous avez vu que quand il a pris le pouvoir, il est allé sur la tombe de Sankara, un peu comme si il renouait les relations avec le défunt président Sankara, pour lui dire, mais rassure-toi, je vais continuer l'œuvre que tu as entamée, qui a été interrompue, parce que tu n'avais pas eu l'œil spirituel qu'il fallait pour éviter les couacs et les coups bas, en fait, parce que les intrigues en politique, c'est une constante, en fait. Alors, ceci étant, c'est qu'il faut avouer que dans la perspective de faire gagner au Burkina, parce qu'évidemment, la moitié nord est occupée par les djihadistes depuis 2015. Alors, il faut trouver une formule pour endiguer l'avancée djihadiste. Et quand on va réussir, évidemment, à contrer ce mal, on va permettre la mise en œuvre des grands politiques, en fait, des programmes et projets qui permettront d'apporter le bien-être, en fait, au Burkinabé. Je crois que le capitaine a un dévouement et puis un regard, il n'a pas annoncé tout de suite. C'est ce qui a fait que Macron n'a pas vu venir, puisque même quand on lui a dit que c'était ça et que l'agence France Presse avait annoncé, il a encore émis un doute, il dit non, il faut qu'il clarifie sa position. Je crois qu'il a été surpris que ce soit venu comme ça. Or, la rupture, en fait, pour les Burkinabés, c'est qu'ils veulent diversifier, en fait, le partenariat.
et s'assurer que désormais, vu l'expertise en fait de la Russie, ils pourront en fait capter l'expérience, ils seront appuyés par la Russie pour endiguer l'avancée djihadiste. Or, les Français se disent qu'en fait, ces pays dans lesquels sont intervenus les coups d'État, le Mali, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, parce qu'il y a eu 2 coups d'État en fait au Mali, 2 coups d'État aussi au Burkina Faso. Ces pays sont classés autrement. C'est un peu comme si il ne faut pas avoir des partenariats poussés avec ces pays pour pouvoir en fait sanctionner les pays qui auraient des appétits du genre. Surtout que quand ça rompt avec l'idéologie, la politique française en Afrique. Vous savez que les Français, en fait, ne sont pas philanthropiques. Dans les relations, il faut faire en sorte que la France reste et demeure toujours la puissance. Parlant de la France qui rappelle son ambassadeur pour consultation, dit-on, que comprendre de cette formule diplomatique? Alors, soit c'est une posture, une réaction au contrat déchiré, dénoncé par les autorités de transition à Ouagadougou, merci. Soit il s'agit plutôt de répondre à une demande qui a été faite donc, depuis décembre 2022, mais vis-à-vis de laquelle Paris semblait traîner les pieds. Mais alors, du coup, cette piqûre envoyée par les autorités burkinabè, peut-être, a réveillé le Quai d'Orsay pour apaiser les relations avec les nouvelles autorités. J'aimerais revenir sur l'idée de la Russie. Je pense que la Russie, c'est un fantasme, et c'est un narratif qui sert les autorités françaises pour leur permettre, d'une part, de désigner un coupable, et en désignant un coupable, d'éloigner, du moins de tenter d'éloigner le regard de leur propre politique étrangère. Et dès lors qu'on parle ainsi, on taxe la plupart des personnes qui commencent à émettre de tels propos de sentiments anti-français. Mais lorsque vous regardez, vous suivez certains médias, et lorsque vous suivez une certaine opposition française, elle ne tient pas des propos moins virulents vis-à-vis de la politique française en Afrique. Et on ne les taxe pas de sentiments anti-français. La notion de sentiment anti-français a quelque chose d'émotionnel, quelque chose d'éruptif. Donc en fait, on renvoie, entre guillemets, le nègre à ses entrailles, à ses émotions, qui n'est pas capable de réflexion. La réflexion est hélène et l'émotion est nègre, disait quelqu'un. Donc c'est un peu, vous voyez, c'est un peu remanier, un peu remuer un peu ce répertoire, c'est infantiliser les masses qui ont plus de jugeote et qui ont plus d'esprit d'analyse et d'esprit critique et même d'intuition que les autorités françaises peuvent parfois leur porter. Il ne s'agit pas de regarder la Russie comme un sauveur, il s'agit de regarder la Russie comme une alternative. Parce que dans le monde, qui exporte sa capacité sécuritaire aujourd'hui, qui exporte sa capacité à contenir en fait des mouvements rebelles? Régionalement, il y a l'Algérie, mais l'Algérie en 2012, elle a été bloquée par l'intervention française Serval, puis par Barkhane. Donc aujourd'hui, elle revient sur le devant de la scène, mais le contrat des Français avec les autorités sahéliennes avait empêché un peu les autorités régionales de venir au secours du Burkina Faso. Donc il n'y a pas, la Russie n'est pas le messie pour les populations. On vous aura compris, on a un autre thème à aborder toujours à l'international. De Ouaga à Dakar, la société civile sénégalaise se mobilise contre un éventuel 3e mandat de Macky Sall, avec pour tête de pont l'opposant Ousmane Sanko et la parlementaire désormais déchue, Aminata Touré. Oui, mais il faut avouer que c'est un peu regrettable parce qu'on a vu Macky Sall en 2011-2012, au moment où Abdoulaye Wade voulait tenter un 3e mandat. Il était bien prêt à prendre son lit, son matelas et rester dans la rue pour manifester en fait sa colère et exprimer la volonté en fait du peuple qui dit qu'on ne touche pas la Constitution. Parce qu'en fait, pour toucher à la Constitution et s'offrir un 3e mandat, il faut le faire avec des mains qui tremblent. Parce que là, il faut savoir que c'est une Bible. Vous savez que Macky Sall, en fait, a toujours gardé le silence. Parce qu'il y a une opinion, en fait. C'est les adhérents, c'est ces éléments, en fait, qui continuent de faire croire qu'il est possible qu'il fasse un 3e mandat. Or, l'article 27 de la Constitution sénégalaise dispose que, en fait, aucun président ne peut faire 2 mandats
consécutifs. Et lui-même, en 2019, au moment où il devait faire son second mandat, parce qu'il est venu en 2012, et en 2019, il a été réélu. Il disait que non, il a même écrit un ouvrage, Le Sénégal au cœur. Je crois qu'il disait qu'il n'a pas de possibilité qu'il fasse un troisième mandat. Curieusement, on a compris qu'en chemin, les opinions ont changé. Bon, il fait vote face. C'est vrai que le politique a pris le pas sur l'intellectuel. Je ne comprends plus rien. Et je me dis, mais est-ce que Macky va honorer les engagements qu'il a pris? Vous constatez en fait que Macky est président de l'Union africaine, de l'UA. En ta qualité de président de l'UA, il doit donner le meilleur modèle. Sinon, comment est-ce qu'on va réussir à éviter au chef d'État africain l'appétit d'un troisième mandat? Parce qu'en voulant un troisième mandat, on finit par rester ad vitam aeternam au pouvoir. Vous avez vu, il y a un jeune vieux président qui est en train de se taper un quatrième mandat et bientôt un cinquième. Il n'est pas loin de nous. Il est à côté de la frontière béninoise. Et il y en a eu d'autres. Vous avez vu en Guinée, un vieux fatigué, mais qui s'est encore tapé, il a même fait 99% aux dernières élections. C'est extraordinaire. Oui, l'Afrique surprend. Et on constate qu'en fait, dans l'espace CEDEAO, on avait dit qu'il faut faire en sorte qu'on combatte les troisièmes mandats. Et pendant que, paix à son âme, De Souza Massé était président de la commission, vous avez vu que quand Yaya Jammeh en Gambie avait tenté, il a dit non, mais il va déployer les forces pour le contraindre à respecter. Yaya Jammeh est parti avec son Coran, il a laissé le fauteuil. Mais pendant que son beau-frère au Togo se tapait un mandat de plus, il n'a pas réagi. Donc, deux poids, deux mesures. Macky Sall qui fait tout pour, selon une certaine presse, empêcher Ousmane Sonko d'être candidat en 2024. Ousmane Sonko qui est accusé de viol. Oui, effectivement, qui est accusé de viol et qui va répondre de ses accusations devant la justice, qui a fait une véritable démonstration de force dimanche dernier en invitant à Kermasser, donc en périphérie de Dakar, des dizaines de milliers de partisans à un meeting du PASTEF, donc son parti, où il a absolument fait une profession de foi étonnante, engagé sa personnalité, engagé son avenir, engagé sa vie, même littéralement pour servir, en tout cas dit-il, les intérêts du peuple sénégalais. Effectivement, il y a eu cette révision de la Constitution de 2016 qui introduit une espèce de flou juridique, plus politique en réalité que juridique, parce qu'il a été justement introduit pour empêcher ce qui s'est passé en 2012, avec le cas Abdoulaye Wade, donc limité à 2 le nombre de mandats qui passe également à un quinquennat. Mais la question, c'est que il n'est pas expressément dit si la mesure est rétroactive ou pas. Donc, certains qui défendent l'idée d'un troisième mandat, en général, de la mouvance de Macky Sall et qui ensuite se dédie après, mais c'est arrivé tellement de fois que finalement on sait que c'est un exercice de style pour insérer, n'est-ce pas, l'idée, la diffuser dans l'opinion publique pour que personne soit choqué en réalité. Le problème, c'est que cette idée de troisième mandat, elle fait chemin et elle commence déjà à faire des étincelles. Les manifestations de mars 2021 autour de Ousmane Sonko pour protéger, pour faire bouclier humain entre Ousmane Sonko et la justice sénégalaise, c'était pas seulement pour ça, c'était un épiphénomène, c'était un prétexte finalement, parce qu'il y avait beaucoup de colère, beaucoup de frustration liée aux politiques mimétiques contre le Covid, mais il y avait aussi la problématique du troisième mandat. Donc c'est aujourd'hui une problématique qui monopolise un peu l'attention de l'opinion publique et il y a à s'inquiéter pour les élections de 2024 parce que si Macky Sall ne se présente pas, on ne sait pas qui pour l'instant parce qu'il ne pousse personne sur le devant de la scène. Or, dès lors qu'on a quelqu'un d'aussi charismatique qu'Ousmane Sonko, il faut positionner quelqu'un. Si l'on est sérieux avec l'idée de transmettre le bâton tout en restant dans sa mouvance, il aurait déjà positionné quelqu'un. Donc ça, c'est inquiétant. C'est également inquiétant, c'est que les scrutins qui peuvent paraître comme des tests, les municipales et les législatives passées, ont affaibli considérablement la mouvance présidentielle. Il a perdu lamentablement les législatives. Ousmane Sonko a pu rafler notamment la mairie de Ziguinchor. Le Conseil constitutionnel a retoqué la liste commune de l'opposition à Ousmane Sonko, à Abdoulaye Wade, parce que peut-être ça faisait trop peur. Donc on a choisi l'opposition, une opposition que personne ne connaît vraiment, dont personne n'a peur. Malgré cette opposition-là,
soi-disant inoffensive, on a eu du mal à avoir une majorité au Parlement. Donc en fait, tous ces facteurs font qu'on a à la fois une popularité de l'opposition et une impopularité de Macky Sall et un rejet absolu de cette notion de troisième mandat, et tout ça fait quelque chose d'extrêmement chrysogène. Alors, par rapport au Parlement sénégalais, un mot sur la déchéance de Aminata Touré. Non, mais écoutez... Elle a quand même été Premier ministre sous Macky Sall. Mais oui, si, mais... Elle a conduit la liste du camp présidentiel aux législatives dernières. On lui aurait promis le poste de président de l'Assemblée nationale, ce qu'elle n'a pas pu avoir finalement. Serait-ce la raison pour laquelle elle se rebelle aujourd'hui? Mais je crois que c'est de bon droit, hein, parce que vous savez qu'en politique, on ne met pas n'importe qui pour jouer certains rôles. Vous savez que Macky Sall savait bien qu'il a une mission importante à faire accomplir au niveau du Parlement. Et il faut quelqu'un qui ait l'étoffe et qui ait aussi la capacité de pouvoir... Elle a quand même le profil, ancienne fonctionnaire de l'ONU. Non, mais écoutez ce qui se passe au Parlement. C'est vrai qu'elle est foncièrement contre l'idée d'un troisième mandat. Ben oui, mais là, dans ces conditions, encore que comme le troisième mandat est en téléchargement, c'est pas possible qu'on envoie quelqu'un qui est anti-troisième mandat. Oh, mais il faut en fait dire aux Sénégalais qu'on a vu le troisième mandat en Côte d'Ivoire. Il y a eu des violences et des tueries. On a vu en Guinée-Conakry avec Alpha Condé des tueries, des violences. Alors, si on force, c'est qu'on va toujours répéter, on va perpétuer la violence et puis les crises. C'est pas agréable que nous puissions mettre la machine de crise, en fait, la machine de destruction chaque fois qu'on aille à l'escalade de la violence, toutes les fois qu'il y a des élections. Non, mais écoutez, nos constitutions doivent être... C'est pourquoi je dis il faut faire en sorte que les intellectuels se mettent au service, en fait, des politiques. De sorte que la réflexion soit prospective et qu'on puisse travailler de sorte à prévenir les crises éventuelles pour que les textes constitutionnels, en fait, qui parlent aussi bien par l'écrit que par leur silence, soient susceptibles de meilleure interprétation. Vous avez vu, au Sénégal, il y a plusieurs panels. Des juristes, de hautes personnalités de la société civile, les débats parfois sont farfelus par l'endroit, vous en trouvez qui sont très intéressants, au point qu'on se dit que non, mais il est possible que, par rapport à un certain vide juridique, que Macky Sall soit candidat. Mais est-ce qu'il va exercer la fonction? Parce que tout le problème est là. Les tests constitutionnels n'empêchent pas qu'il soit candidat aujourd'hui. Le débat est à ce niveau. On vous aura compris. Nous avons encore quelques minutes à égrener pour finir cette émission. Ouais. Dernière ligne droite donc, la dernière rubrique de l'émission, les potins de la toile. Ouldat Maman, le footballeur brésilien Dani Alves, qui est en détention provisoire dans une prison de Barcelone, accusé de viol dans une boîte de nuit, viol sur une jeune femme de 28 ans. C'est grâce à un dispositif anti-harcèlement baptisé No Calem, voilà, qu'on a pu rassembler les preuves. Bon, ce type d'affaire m'est toujours mal à l'aise parce que depuis la vague MeToo, la libération de la parole des femmes autour de tous les cas de harcèlement, de violence, de violence sexuelle, de viol, que ce soit dans le milieu, principalement dans le milieu du travail, sur le lieu du travail. Depuis lors, on est arrivé à une espèce de nini, une espèce de statu quo. C'est, d'une part, les femmes ne mentent pas, et d'autre part, les hommes ne violent pas. Donc en fait, finalement, personne n'a tort, mais personne n'a raison. Donc c'est la seule façon d'essayer de préserver la parole de l'un et de l'autre. Il n'y a plus vraiment de liberté, de présomption d'innocence en soi. Et c'est la seule façon qu'on a trouvé de réconcilier la parole des femmes avec le poids de l'histoire qui les a oppressées pendant des décennies et des siècles. Et quand même, ce qu'il y a de plus élaboré dans nos systèmes juridiques, dans nos civilisations, c'est quand même le principe de la présomption d'innocence. Le problème, c'est que là, ce sont des personnalités publiques, c'est une personnalité publique. Si ça n'était pas une personnalité publique, la sérénité des débats aurait été préservée, la justice aurait pu instruire et puis instruire le dossier. Le problème ici, c'est qu'on se retrouve sur la place publique. Et sur la place publique, là, la porte est ouverte à toutes les dérives parce que le monde médiatique n'est pas soumis aux mêmes contraintes, à la même déontologie que le monde juridique.
le problème également que je vois, c'est que j'ai l'impression que ce genre d'affaires sert d'exutoire collectif. Une espèce de catharsis en fait. Les gens se libèrent de tellement de frustration lorsqu'ils se saisissent par rapport à ça, de ces ces questions-là. victimes de viol ne se laissent-elles pas instrumentaliser ou manipuler par des rivaux, que ce soit dans l'univers politique, artistique, culturel? Oui, mais c'est dommage, c'est ce que nous constatons. Vous avez vu évidemment qu'il n'y a pas que le cas de Dani Alves. Dani Alves. Vous avez vu qu'en Grande-Bretagne, je crois qu'ils sont une cinquantaine de policiers qui sont interpellés, viol, violence et puis meurtre. Bon, alors, donc et puis ça prend de l'ampleur. Ça croit que notre société les sociétés vont à la dérive. Et dans ces conditions, il y a un problème crucial. C'est qu'au-delà, en fait, de la politique, au-delà de l'image de marque derrière laquelle chacun court, parce que chacun veut se donner un nom, il faut que ce nom que nous le portons avec dignité. Vous avez vu que, en fait, quand on a interpellé Dani, il a donné 3 versions. D'abord, il a nié les faits. Par la suite, quand il a vu la vidéo, on a vu que c'est dans les toilettes. Bon, par la suite, il a fini par dire oui, qu'il a reconnu. Et enfin, il est passé aux aveux. Bon, alors, pour un homme de cette trempe qui a plusieurs contrats, vous constatez que c'est une bassesse que de tomber comme ça, et puis c'est dans une boîte de nuit. Alors, je crois qu'il faut quand même que ceux qui deviennent des stars, des personnalités publiques, soit des référentiels, soit des personnes capables de véhiculer un certain modèle de vie. Pour permettre surtout à la jeunesse qui est à la dérive, parce que nous sommes à la croisée des chemins. Vous savez qu'aujourd'hui, le mal que nous avons, les jeunes ressemblent plus à leur temps qu'à leurs parents. Et de plus en plus, on constate que le monde va à la dérive. Et il faut bien qu'on trouve des personnes investies de valeurs. Il faut promouvoir les valeurs civiques, les valeurs morales, les valeurs patriotiques. Et on en a besoin dans toutes les sociétés, dans tous les secteurs d'activité. Belle leçon de morale et de civisme. Ce sera tout pour Club Média 7 de ce jour. Je le rappelle, j'ai reçu Francis Elojatade, analyste politique. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Avec nous également, c'était Ouldat Mama, journaliste, spécialiste des questions internationales. Merci. Merci, Lénaïque. Merci à toute l'équipe de réalisation et de préparation de cette émission. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Rendez-vous dimanche prochain.